Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui hante les cauchemars de nombreux jeunes parents, Lorenzo ou Lorenzo Zoil, comme on dit au pays des kangourous. Et oui, car il s'agit d'un film de George Miller, et hélas, pas des plus connus. Pourtant, à l'époque de sa sortie, le cinéaste le considère comme le plus personnel de ses films, celui dont il est le plus fier. Lorenzo raconte l'histoire vraie de Lorenzo O'Donnell, un jeune enfant atteint d'adrénoleucodystrophie, ou ALD pour les intimes, une maladie orpheline apparemment incurable, et du combat de ses parents contre celle-ci, jusqu'à ce que leur quête les amène à créer une huile dont les qualités nutritives permettront de mener leur enfant sur le chemin de la guérison. Forcément, avec un tel pitch, on vous en voudrait pas de vous attendre à un téléfilm familial du samedi soir à la niaiserie patentée. Sans parler du générique de fin, une succession mielleuse et lénifiante d'images d'archives de jeunes malades exprimant leur gratitude au créateur de la fameuse huile. Et en plus, regardez-moi cette affiche de soap ringard. Et pourtant, ce serait mal connaître George Miller que de s'attendre à un traitement scolaire de ce postulat. Quiconque a vu un seul épisode de Mad Max se doute bien que le réalisateur australien a autre chose derrière la tête lorsqu'il décide de s'emparer du récit. Alors, c'est quoi au juste qui rend Lorenzo plus proche de la guerre des étoiles que de la guerre est déclarée? 7 can. And mommy will blow them out for you. Make a wish. La jeunesse du film a lieu dans un contexte assez particulier pour Miller. En 1987, le réalisateur sort tout juste du tournage des Sorcières d'Eastwick, dégoûté de cette expérience chaotique de tournage hollywoodien qui s'est résumée dans son souvenir à des bras de fer permanents avec les producteurs et leurs décisions absurdes. The man is a Nazi. Il décide de retourner en Australie et d'abandonner la réalisation pour les années qui suivent, se concentrant sur ses activités de producteur via la société Kennedy Miller. Il refusera toutes les propositions de réalisation venues de l'étranger durant cette période, parmi lesquelles Thelma et Louise. C'est quelques années plus tard qu'il va découvrir dans la presse l'histoire des époux O'Donnell. Même si ce récit le séduit instantanément, le médecin en lui n'en croit d'abord pas un mot. Il peinera alors à trouver un angle adéquat pour raconter cette histoire hautement invraisemblable. En effet, de son propre aveu, George Miller a bien peu d'affection pour les films médicaux tels que Le Docteur ou L'Éveil, qui sont selon lui des mélos superficiels ne reposant que sur des miracles. C'est la rencontre avec les époux O'Donnell qui va l'aider dans son écriture. Une conversation avec ces personnages hauts en couleur va l'amener à focaliser davantage l'histoire sur leur combat que sur l'issue de celui-ci. En témoigne le chant guerrier Swahili placé en exergue du film, véritable note d'intention à plus d'un titre. La vie n'a de sens que dans la lutte, l'issue, victoire ou défaite, n'appartient qu'aux dieux. Célébrons donc la lutte. Le ton est donné. Plus qu'un miracle, c'est une lutte mythique que le film racontera. Miller acquiert donc dès que possible les droits de l'histoire des O'Donnell. Warner Bros et Paramount l'appelleront instantanément, persuadés de tenir là l'histoire idéale pour un drame médical bon marché et efficace. Leurs ardeurs seront immédiatement refroidies par les ambitions du réalisateur, qui réclame un budget de 30 millions de dollars, difficilement envisageable pour un sujet si peu commercial. C'est finalement Universal qui acceptera. Pour incarner le rôle de la mère courage de Lorenzo, Michaela, le cinéaste pensera d'abord à Michelle Pfeiffer avant de s'arrêter sur la très maternelle Suzanne Sarandon. Et pour le père, Augusto, il songera immédiatement à Nick Nolte, dont le physique imposant et l'allure bourrue cachent un esprit sensible et curieux. Bon, certes, s'il y a bien un truc à redire sur le film, c'est que son accent italien un tantinet forcé peut surprendre au début. Loretto, we know that, but all we say is start a dialectic with the doctor. Toujours est-il que par leur physique et leur jeu, les deux acteurs montrent à l'écran une complémentarité à l'image de celle de leur personnage. Augusto est réfléchi et raisonnable, Michaela fait preuve d'une passion inaltérable à la limite du fanatisme. Cette complémentarité transparaît à l'écran dans des cadrages aux compositions tantôt harmonieuses, tantôt déséquilibrées, à mesure que le doute gagne du terrain. Il y a d'ailleurs là un écho des Sorcières d'Eastwick, où les trois personnages principaux apparaissent dans des compositions géométriques qui mettent en exergue la force de leur lien. Alex, don't do this. Oh, shut up, Suki. Will you get off of her? Shut up. You want to be me over there right now? Redoutant le rythme lent dont souffrent souvent les histoires médicales, Miller et son co-scénariste Nick Enright ont écrit le film en prenant pour modèle les hommes du président d'Alan J. Pakula, bien connus des amateurs de la classe américaine. C'est cette référence du thriller paranoïaque qui les aidera à insuffler un rythme efficace à cette histoire tournant pourtant principalement autour d'un lit, d'une bibliothèque et de conversations sur la biochimie. D'ailleurs, de ce point de vue, les deux scénaristes se montrent subtilement pédagogues, gardant le souci de rendre les enjeux médicaux tangibles et compréhensibles pour le spectateur, en ayant souvent recours à des dispositifs visuels qui permettront au récit de rester dynamique à chaque instant. One,
when we turn off this tap, there's a level in our sink rise. I married a plumber. Michaela, you married the man with a simple mind, who asks simple questions, that's all. Mais de toute évidence, les inspirations du cinéaste ne s'arrêtent pas là. Faisant flèche de tout bois, sa mise en scène s'inspire de la grammaire de différents genres cinématographiques. Miller lui-même le déclare. L'aspect thriller, enquête policière, me passionnait également. Après tout, il y a un MacGuffin, comme chez Hitchcock. À un autre niveau, c'est aussi un film d'horreur, et j'ai voulu souligner ça avec la bande-son et l'utilisation de la musique. Même si le film ne sacrifiera qu'une seule fois au fantastique proprement dit, lors d'une brève scène de rêve qui rappelle l'hystérique sketch Cauchemar à 20 000 pieds du cinéaste, les nombreuses scènes de spasmes de l'enfant illustrées par des travelling et des plans de grue frénétiques semblent peindre des scènes de possession, voire d'exorcisme. Lorenzo, my darling, listen to Mommy. You're going to be brave as only you know how, sweetheart. We're going to count together, you and I, all right? Listen to Mommy's voice, and the boo-boo will let go of you. Rien d'étonnant à trouver des traces du genre horrifique, un genre obsédé par l'incarnation et la douleur, dans un film où l'enjeu est la survie du corps d'un enfant. Alors certes, le discours sur le corps a longtemps été la chasse gardée d'une certaine frange de l'intelligentsia cinéphile française, parlant à tout bout de champ de corps en mouvement pour conférer une légitimité culturelle à des nanars d'auteurs. Et pourtant, Lorenzo, comme toute l'œuvre de George Miller, est bien une véritable épopée du corps. À certains égards, sa filmographie peut même être rapprochée de celle d'un cinéaste comme Robert Bresson, chez lequel la vie du corps préexiste au personnage. Ainsi, par exemple, le désespoir d'Augusto Odonné est figuré par la chute incontrôlée de son corps dans l'escalier, ce qui n'est pas sans rappeler la fin de Mouchette, où le personnage éponyme se laisse tomber sans un mot dans la rivière. C'est cette place particulière du corps dans le film qui donne à la lutte une dimension métaphysique, puisque comme le montre le film à de nombreuses reprises, le corps constitue l'interface entre le personnage et l'univers qui l'entoure. C'est pour cette raison que la mise en scène donne aux souffrances de Lorenzo des allures de bouleversement cosmique lorsque sa chute de l'arbre de Noël au début du film est montrée par des cadrages au sol débulés à l'extrême, qu'on croirait tout droit sortis d'un film de John Frankenheimer. Car de cosmos, il en est bien question dans Lorenzo. Comme dans pratiquement tous les autres films de Miller, les personnages y tournent le regard vers les étoiles, comme pour évaluer leur propre place dans l'univers. Ici, lors de la nuit de San Lorenzo. What story is that, sweetheart? When I will take to San Lorenzo, San Lorenzo, who is? my patron saint, and saint of my father's village. Un moyen pour le film de relier l'infiniment grand avec l'infiniment petit. Le climax du film est d'ailleurs centré autour d'un simple mouvement du petit doigt. Cette question de l'infini doublée à la culture italo-américaine des Odonné appelle tout naturellement le symbolisme religieux. Celui-ci atteint son paroxysme dans le dernier plan du film. Une caméra en liberté s'y envole pour découvrir le plafond de l'église Saint-Ignace de Rome, la célèbre peinture baroque en trompe-l'œil du peintre Andrea Pozzo, représentant l'apothéose de Saint-Ignace de Loyola. Les éléments du film empruntés au catholicisme ont d'ailleurs fait l'objet de vives railleries. Et pourtant, si George Miller semble épouser la religiosité des Odonné, il ne le fait pas avec une naïveté de béni oui-oui. Conscient de l'importance dans le traitement de son sujet du dolorisme latin et de la figure mariale de la maternité, il n'hésite néanmoins pas à faire preuve d'un syncrétisme sans borne. Il fera ainsi intervenir Omori, l'ami africain de Lorenzo, que l'on verra chanter des prières musulmanes en swahili au chevet de l'enfant. Il fera également rappeler à Michaela les origines païennes de la fête de Pâques. Easter festivals existed long before baby Jesus. They went back to pagan times when they marked the beginning of spring, and the egg tells us that the earth is going to be reborn, just like a little baby chick. I get it. De la même manière que son film emprunte sans distinction à différents genres pour former un tout cohérent, les personnages puisent la force et l'espoir dans toutes sortes de mythes de l'humanité, faisant fi des dogmes imposés. D'ailleurs, pour aller plus loin, on pourrait même considérer que pour Miller, la société est elle aussi un corps à guérir, poursuivant l'idée nietzschéenne selon laquelle le philosophe ne devrait être rien de moins qu'un médecin de la civilisation. Ainsi, le cinéaste ne manquera pas de garnir son film de quelques piques aux ordres sociaux établis, et en particulier au milieu médical. Ancien médecin, le réalisateur est persuadé que la médecine est une quête de savoir constituée autant de foi que de raison. Comme vous le savez, Miller est un grand disciple du mythologue Joseph Campbell, qui dans son Voyage du héros, investit le médecin d'un rôle quasi sacré. Le médecin est le maître actuel du royaume mythologique. Il est celui qui sait tous les secrets, qui connaît toutes les formules magiques. Son rôle est précisément celui du sage vieillard des mythes et des contes de fées,
qui de ses conseils aide le héros à surmonter les épreuves et les terreurs qui jalonnent l'aventure mystérieuse. C'est lui qui apparaît et montre du doigt l'épée magique fulgurante qui terrassera le dragon terreur. C'est lui qui parle de l'épée lointaine, du château au trésor, qui applique un baume salutaire sur les blessures dont le héros allait mourir, et qui finalement le renvoie vainqueur au monde de la vie quotidienne après sa grande aventure dans la nuit enchantée. Ainsi, dans Lorenzo, Miller accuse frontalement certains médecins de faillir à cette mission à l'égard des malades. Il met en garde contre une approche purement utilitaire de la science qui amènerait à oublier l'importance de l'individu au profit du nombre. L'immobilisme de ce milieu est mis en accusation via le personnage du docteur Gus Nicolais, interprété par le grand Peter Ustinov. Are you saying that Lorenzo got this directly from me? Well, in the sense that ALD is sex-linked, yes. Ce médecin est ici un avatar des faux prophètes présents dans chacun des films de Miller. Que ce soit Lord Humungus dans Mad Max The Road Warrior, l'ourang-outan Thelonious dans Babe 2, le manchot Noah dans Happy Feet, tous ces personnages sont les gardiens d'un ordre social mortifère et sclérosé, bâti sur des mensonges et la peur de l'inconnu. Pour tout ça, on vous renvoie évidemment à notre épisode sur Happy Feet. De même, l'association des parents de patients d'ALD, elle, est montrée comme une secte abandonnée au désespoir. Now I think it's time we get back to our agenda. Why? So we can discuss further salvaging our marriages and managing our grief. What about the children? No one here is discussing the children. Les époux Muscatine, parents d'un enfant malade, emprisonnent celui-ci dans une machine respiratoire, montrée dans un plan dont le filmage ne laisse aucun doute sur le point de vue du cinéaste. Un panoramique s'y achève sur l'enfant enfermé dans cet équipement comme dans un cercueil, avant de le faire disparaître par un fondu au noir tragique. C'est donc peu de dire que Miller se méfie des corps augmentés par les machines. Que ce soit le masque d'Immortan Joe, le bras de Furiosa dans Mad Max Fury Road, ou même le collier de Lovelace dans Happy Feet, tous sont également présentés comme des instruments de mort plus que de vie par ce cinéaste qui célèbre au contraire les corps libérés et leur jouissance du monde sensible. Il n'y a qu'à voir l'introduction de Lorenzo, véritable image de paradis perdu où la course des enfants magnifiée par un filmage sobre et délicat contraste grandement avec les visages déformés par la courte focale qui suivront l'apparition des premiers symptômes. Signalons enfin que la magnifique photo de Lorenzo est le fruit de la première collaboration de Miller avec le chef-op John Seal, qu'il retrouvera bien des années après pour un petit projet sans scénario filmé dans le désert namibien. Oh, what a day! What a lovely day! Mais ceci est une autre histoire à laquelle nous avons d'ailleurs consacré un petit épisode. Même si Lorenzo semble être aujourd'hui reconnu à sa juste valeur du fait de la canonisation tardive de son réalisateur, le film n'a guère eu de succès à sa sortie, ne remboursant qu'un quart de son budget sur le marché américain. En France, parce qu'on ne se refait pas, certains critiques pointeront du doigt le chantage à l'émotion, les effets mélos, les poncifs ou encore les grosses ficelles du film, tandis que les convaincus attribueront avant tout sa réussite à la force de son histoire vraie. Mais bien rares seront ceux qui y verront l'œuvre personnelle d'un véritable auteur. Et pourtant, Lorenzo aura eu dans la vie de Miller un rôle déterminant, comme il le déclare lui-même. Jusqu'à présent, le moteur de ma vie créatrice était la peur. La peur du quotidien, de l'échec, du rejet. Sans la gommer complètement, Lorenzo l'a à la fois tempérée et exaltée. En plus d'être en surface un mélodrame médical, Lorenzo est un film d'horreur, un opéra, un thriller, un film coup de poing et une épopée mythologique aux résonances universelles. Et si vous hésitez encore à le découvrir ou à le redécouvrir, dites-vous que Simon Pegg et Nick Frost ne vous ont pas attendu pour ça. Pleasure to meet you, boys. You did a hell of a job. Thank you, Agent Zoyle. Please call me Lorenzo. Lorenzo Zoyle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo ou même laisser un pouce en l'air ou un commentaire. Comme toujours, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook ou Twitter. Et si vous vous sentez d'humeur généreuse, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. A bientôt!